Eh bien, je suis Fanny Lydia et je suis artiste plumassière. Je n'ai pas été artiste plumassière toute ma vie. J'ai commencé par être éducateur de jeunes enfants, éducatrice spécialisée sur les 0-6 ans. Et ensuite, je suis devenue chef de service éducatif. J'étais spécialisée en accompagnement à la parentalité. J'ai fait ça pendant les 20 premières années de ma vie professionnelle. Qui était très enrichissante. Et puis parallèlement à cette vie professionnelle, j'étais percussionniste et danseuse de samba. Grande passionnée du Brésil, de samba, de la culture brésilienne, etc. Et en 2009, je décide de partir vivre à Rio pour intégrer les écoles de samba et défiler au carnaval. C'était mon objectif. Je demande gentiment un congé sabbatique à mes employeurs qui me le refusent. Je décide de démissionner et de partir. Donc, octobre 2009, je pars seule à Rio et je suis allée toquer aux écoles de samba. Je jouais déjà des percussions depuis un certain temps. Donc je suis allée voir dans les écoles de samba en disant ben voilà, je suis percussionniste, je joue tel instrument, je voudrais jouer avec vous et défiler au carnaval. Et ils m'ont tous dit ouais, il n'y a pas de problème, tu peux venir avec nous mais tu défileras pas au carnaval. Eh bien l'histoire a montré que j'ai défilé avec 4 écoles de samba au carnaval le plus mythique du monde. Et c'est vraiment à Rio que j'ai découvert les costumes des danseuses de samba. Et là, ça a été vraiment le méga deuxième coup de foudre. Le premier coup de foudre, c'était vraiment la samba en général. Il y a le samba, c'est la musique, et la samba, c'est la danse. Là-bas, j'ai vraiment découvert les costumes des danseuses qui sont incroyables, qui sont vraiment énormes, immenses, avec des plumes, on en prend plein les yeux, il y a beaucoup de couleurs, c'est strassé, c'est brillant, c'est fourni, c'est vivant, c'est très beau. Le carnaval, c'est juste un moment incroyable de déguisement, de couleurs, de vivant, d'énergie, de lumière. Et c'est vraiment là-bas que j'ai mon amour des plumes est né, que j'ai découvert les plumes. Voilà, donc j'ai découvert ces plumes 2009-2010. Je fais mes propres costumes de samba et je reviens de Rio et j'évolue dans mon travail professionnel, on va dire. Et même si je continue de faire mes costumes de samba. Et après, au bout de 20 ans de carrière professionnelle, eh bien, je ne me voyais pas continuer encore 20 ans. J'étais vraiment au milieu de ma carrière professionnelle et j'ai fait un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, il y a pas mal de choses qui se sont révélées. Et dans les choses qui se sont révélées, les plumes en premier. Ça, c'était le premier truc qui est ressorti. Et ce besoin artistique et manuel de m'exprimer. En premier manuel et après artistique. Parce qu'en fait, je me suis absolument pas dit que j'allais devenir une artiste quand j'ai commencé ma reconversion. Et après ce bilan de compétences, j'ai dit ok, je vais être plumassière. Et là, j'ai mis 1 an et demi à préparer ma reconversion parce qu'il n'était pas question que je lâche tout d'un coup pour des questions financières, familiales, etc. Donc j'ai mis 1 an et demi à préparer. J'ai fait la formation de plumasserie au lycée Octave Feuillet. Je me suis formée aussi à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un truc quand même important. Hein. On a beau être artiste, on est des entrepreneurs. C'est-à-dire que faire, c'est bien, vendre, c'est mieux. Que je me suis formée et j'ai lancé le nom Fanny Lydia, mes créations, à partir de novembre 2023. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et après, qu'est-ce que la plumasserie? La plumasserie, c'est l'art de travailler et sublimer la plume d'oiseau. Ça veut dire qu'à partir de plumes d'oiseau, on va venir les choisir pour faire des créations. Ça peut être dans différents domaines, dans le spectacle, dans la mode, dans la haute couture. Ça peut être aujourd'hui beaucoup plus en décoration d'intérieur. Et moi, en tout cas, la plume est devenue vraiment mon médium à moi pour m'exprimer et pour faire des créations qui me ressemblent, à savoir majoritairement des tableaux. Et aujourd'hui, j'évolue aussi vers du mobilier et des collaborations. Donc j'ai déjà fait un fauteuil, j'ai déjà fait une table, un lampadaire. Et je continue de vouloir développer ces collaborations, d'amener vraiment la plume dans les intérieurs de manière artistique. Dans mon idée, moi, c'est vraiment que mes créations vont amener... C'est loin d'être uniquement décoratif. C'est vraiment amener une présence, amener une lumière, amener quelque chose qui va changer l'espace dans lequel la création se trouve. Et donc être plumassière, basiquement, c'est travailler avec les plumes d'oiseaux. Et ensuite, chaque plumassier, chaque plumassière a sa propre identité artistique.
Dans mon travail de plumassière aussi, aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir mettre la plume à des endroits où on ne l'attend pas. Donc, en l'occurrence, sur du mobilier, il y a table, il y a fauteuil que j'ai déjà fait. Et là, en l'occurrence, vous avez un abat-jour. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec cet abat-jour, déjà, c'est que c'est 2 œuvres en une parce qu'il est éteint, mais il peut aussi être allumé. Et c'est vraiment une manière d'allier l'art au quotidien. C'est-à-dire que oui, c'est un objet du quotidien, mais qu'on fait devenir une œuvre d'art. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse amener cette présence par l'intermédiaire, cette présence artistique par l'intermédiaire des objets du quotidien. Quand j'ai fait la formation en plumasserie, j'ai dit à mon prof, je vais être plumassière. Il me dit, bah oui, mais quoi? Parce que tu peux faire des choses très diverses et variées en plumasserie. J'ai dit, je ne sais pas, je veux faire des plumes. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a connaître le milieu de la plumasserie. On est peu nombreux en France. Je ne connais pas par cœur, mais je dirais qu'il y a peut-être une trentaine de plumassiers qui vraiment travaillent les plumes de manière... c'est pas seulement du collage, c'est aussi vraiment de la transformation où on va venir vraiment faire parler la plume. Vous voyez, quand on voit des choses comme ça, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On n'associe pas ça à de la plume. Ça non plus, on ne se pose pas la question. On ne se dit pas que c'est de la plume. Donc l'idée, c'est vraiment de venir faire parler la matière. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que moi, en tant que plumassière, comment j'allais trouver mon identité? Et mon identité, elle évolue au fur et à mesure des années. Ce que je faisais il y a 2 ans est très différent de ce que je fais maintenant, et j'imagine que ça va continuer d'évoluer. Et il faut aussi être au courant de ce qui se passe dans la plumasserie, des tendances. Alors, je regarde, mais je fais attention à ne pas trop regarder pour ne pas me faire parasiter, parce que des collègues plumassiers qui font des choses absolument extraordinaires, et regarder leur travail, c'est parfois m'influencer moi-même sur mon travail, et s'il y a bien quelque chose que je ne veux pas, c'est copier. Je suis au courant des tendances, je suis au courant. Je regarde, car je ne suis pas un cahier de tendance à moi toute seule. Le métier, il évolue aussi en fonction de mes idées et en fonction de comment j'ai envie de faire avancer mon identité, mon univers artistique. Les gens me posent souvent la question de comment je fais naître les créations. Souvent, j'ai des idées dans ma tête et je vais faire quelques dessins, mais globalement, c'est vraiment la matière qui va me guider. Et là, la matière, par exemple, on la voit en partie ici. Je travaille avec différentes espèces, des espèces qui sont plutôt des espèces de basse-cour, coq, oie, poule, dinde, canard, pintade, aussi différents types de faisans, du paon et un peu d'autruche. Alors l'autruche qu'on va voir un peu ici, on va plus la travailler dans la haute couture, c'est quelque chose de très aérien. Moi, je la travaille un peu, mais pas beaucoup, parce que dans mes tableaux, je l'utilise pas énormément, mais c'est pas dit qu'un jour je l'utilise pas. Une bonne partie des plumes que j'utilise, donc vous avez du faisan argenté, là j'ai du faisan Lady Amherst, j'ai de la pintade, du faisan commun, j'ai du canard, et en fait, quand j'utilise les plumes, je les coupe, et ensuite, plutôt que tout soit mélangé, quand je les recherche, je sais qu'elles sont chacune dans un petit bac comme ça. Et moi, quand je crée, j'ai donc mon idée de base. Je peux avoir fait quelques dessins, mais moi et le dessin, on n'est pas très potes. Je ne sais pas bien dessiner, je ne sais pas bien faire les proportions, etc. Et après, j'ai besoin d'avoir la matière. Et ce que je vais avoir décidé au début, je peux être sûre qu'à la fin, ce n'est pas ça le résultat. Parce qu'en fait, je me laisse toujours vraiment beaucoup guider par la matière. Et d'ailleurs, là, on voit un peu, j'ai fait un vrai effort pour ranger ma table de travail, mais vous voyez un petit peu comment elle est quand elle est rangée. Donc, vous pouvez imaginer quand elle n'est pas rangée, ce qui arrive la plupart du temps. Donc, vraiment, c'est la matière qui me guide. Souvent, quand on fait un travail, on fait, et puis souvent, il faut se mettre loin et il faut regarder, il faut un peu se laisser le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'on veut dire finalement? C'était quoi mon propos du début? Parce que parfois, au fur et à mesure, je m'éloigne de mon propos. Donc, toujours prendre un temps de réflexion, un temps un peu pour relativiser, pour se remettre vraiment au centre de la création et qu'est-ce qu'on veut. Et dans ces cas-là, il faut que j'ai toutes les plumes autour de moi parce que comme ça, je prends et j'essaye. Voilà, je tente, j'essaye, j'expérimente. Les outils de plumasserie qu'on utilise, donc globalement, dans les outils de plumasserie, les 2 outils vraiment ancestraux qu'on va utiliser, ce sont ces 2-là. Ça, c'est un couteau à parer
qui est un petit scalpel, alors attention. Et lui, c'est un couteau à friser, c'est un couteau, porte bien son nom, il frise la plume. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas du tout, je l'ai pas du tout, elle est droite, et celle-ci, je l'ai travaillée au couteau à friser. C'est-à-dire que je suis venue lui donner vraiment une courbure, comme ça. Donc ça, c'est avec le couteau à friser qu'on fait ça. Ou par exemple, on va vouloir venir lui donner on va vouloir le twister un petit peu, voilà, on va lui donner un petit peps comme ça, et là on aura frisé la plume, voilà, elle a vraiment ces petits frisottis comme ça. On peut le faire avec différentes plumes, ça se prête très bien à l'autruche, c'est ce que j'ai fait ici par exemple. Je ne travaille pas les plumes avec mes mains, j'ai travaillé avec une Bruxelles. Là, vous en avez une, j'en ai différents types, assez fines, pour pouvoir, voilà, moi, quand je choisis mes plumes, je suis vraiment, voilà, avec ma pince, et la pince, c'est vraiment l'extension de ma main. J'attrape pas les plumes, j'attrape rarement, en tout cas, les plumes avec mes mains. Quand c'est nécessaire, je les coupe à la pince coupante. Les ciseaux pour venir effectivement donner la forme que l'on va souhaiter à sa plume. Voilà, la plume n'est pas très belle de base, mais en tout cas, il y a vraiment... Donc là, je fais quelque chose de très basique, mais c'est pas toujours simple d'avoir un côté très rond et très parallèle entre les deux côtés. Voilà, on va dire qu'elle est pas trop moche. C'est basique, mais c'est pas si facile que ça. Voilà, ce sont vraiment les outils principaux qu'on utilise aujourd'hui en plumasserie. Quand on fait un travail de plumasserie, il y a vraiment un travail de tri et de sélection des plumes qui est vraiment énorme. Les plumes, c'est de la matière organique, donc ça veut dire que chaque plume, c'est un peu comme aux cheveux, c'est-à-dire qu'on a chacun un peu nos propres cheveux, la couleur notamment, alors la forme des cheveux, non, mais ça va être crépus, ça va être frisé, ça va être épais, ça va être fin. Et ben dans les plumes, c'est pareil, il y a différentes formes de plumes sur un même animal. Il y a des motifs qui vont différer en fonction de l'endroit où on le prend sur l'animal. On va beaucoup travailler sur donc, le tri et la sélection, et ce réglet permet, comme ça en étant très plat, d'aller vraiment sur les plumes et de venir prendre vraiment la taille précise que l'on souhaite. Ce que je trouve hyper intéressant dans la plume, c'est que, et je trouve que c'est là que réside l'art de la plumasserie, c'est de pouvoir la transformer. C'est-à-dire qu'avec une même plume, on va pouvoir faire différentes choses. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs plumes, mais par exemple avec la plume d'oie qui est ici, mais qui est aussi ici. Et c'est la même, juste qui n'est pas travaillée de la même manière. Et ça, par exemple, le petit plumet ici, là, très sympathique et très très doux. Ressentez la douceur à travers l'écran. C'est aussi ça, l'art de la transformation de la plume, c'est-à-dire d'une plume qu'on appelle le marabout de dinde, on peut arriver à ça, mais avec la même plume, on peut aussi, par exemple, faire quelque chose comme ça. Là, vous l'apercevez bien, la légèreté. Et pareil, là, je vous ai parlé de la plume d'oie qui était présente au milieu et en bas. Mais par exemple, si on prend ça ici, où j'ai vraiment fait différentes techniques de plumasserie, que ce soit ce nénuphar ici, cette espèce de rose ici, ce nénuphar là, que ce soit cette grande fleur ici, c'est différentes parties de l'oie, mais c'est toujours de l'oie. Et en l'occurrence, avec la même plume, on peut vraiment faire un travail extrêmement différent. Ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport au marabout de dinde, là vous l'avez en tout froufrou, et là vous l'avez pareil, je l'ai retaillé. Je trouve que c'est vraiment le point fort de la plume. On peut la transformer dans sa couleur, on peut la transformer dans sa forme, et on peut la transformer dans sa texture. Donc c'est vraiment un terrain de jeu. Si on a un peu d'imagination de l'idée, il y a vraiment, comme tout un tas d'autres matières et tout un tas d'autres médiums, mais celui-ci, vraiment, je trouve qu'il y a de quoi faire. Et en l'occurrence, la plume, chez moi, ça a vraiment un sens profondément. C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois qui se disent « Oui, j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, d'aller vers l'artisanat d'art. » Alors ils s'essayent, ils font différents... un coup de vitrail, un coup d'ébénisterie, un coup de, je sais pas, de mosaïque ou je ne sais quoi. Ce n'est pas que le reste ne m'intéresse pas, c'est que le reste pour moi n'est pas une histoire. Alors que la plume pour moi, c'est une histoire.
Si je suis là aussi face à cette caméra, c'est grâce au Geste d'Or, Pascal Payen-Penzeller, qui m'a contactée sur les réseaux. Et je suis donc passée en audition en 2024 et j'ai reçu donc un diplôme d'or, qui est quand même une vraie forme de reconnaissance. Le diplôme qui est ici, et puis la médaille reçue avec. Alors la médaille, j'avoue que je ne la porte pas tous les jours, mais néanmoins avoir une reconnaissance avec le Geste d'Or, c'est aussi un élément supplémentaire dans mon parcours, donc merci au Geste d'Or.